Angle. Bienvenue dans Dinguerie Room. Le point commun entre mes invités et moi, un micro et une passion pour le rire, l'humour, la scène. Tout ce qui nous anime et nous fait vibrer, flipper, rêver. La dinguerie. Assieds-toi, je t'en prie. Ouais, c'est là, tranquille. Ouais. Qu'est-ce que tu veux boire? Tu veux... Ah bah t'as ton petit café. Du Perrier, c'est très bien. Voilà, tu te sers. Perrier, c'est... Ta life, je fais comme chez Watt. Les petits bonbons qui font plaisir. Ouais, hypochondriaque, ouais. Ah bah de ouf. Ah, de ouf, ouais. Bah on change pas. On Une change équipe pas. qui fait match nul, comme dit Aurel. Tu crois que tous les stand-uppers humoristes sont hypochondriaques? Tous les gens qui veulent garder le contrôle sont hypochondriaques, je pense. Ah! Je pense. Et les humoristes sont des gens qui adorent garder le contrôle. Moi, je connais beaucoup d'humoristes qui boivent pas. Ouais. J'en connais qui sont Eux très qui se mettent pochetrons. des races, mais il y en a peu. De plus en plus qui boivent pas. Ouais. Et on aime garder le contrôle, je pense. C'est ça le truc. Faire rire les gens, c'est garder le contrôle sur l'audience. C'est se garantir un résultat. Travailler dur pour se garantir un résultat au moment donné, un certain temps donné, reprendre juste après qu'ils aient donné un rire. C'est l'état de contrôle ultime. Absolu. Ouais. Et pourquoi cette peur des maladies à ce point, tu vois Moi, c'est pas la maladie, c'est la mort. C'est juste c'est la peur de la mort. C'est-à-dire que alors, avec le Covid, c'était un peu plus compliqué. C'est que j'ai toujours dans mon entourage, attention, c'est parce que c'est un peu glauque sinon, mais j'ai dans mon entourage quelqu'un qui est extrêmement fragile pulmonairement parlant, et j'avais très peur de contracter le Covid et lui refiler. Mais c'est au-delà de ça, c'est pas la maladie, c'est la culpabilité. C'est ça qui m'aurait fait chier, tu vois. Ok. Non, parce que tous les humoristes que je connais, les stand-uppers, sont hypochondriaques. Tous. Ouais. Pratiquement tous. Hein. Tous sur Doctissimo, tous un peu en panique. Eh bien, mesdames et messieurs, Bonjour, bienvenue sur France Inter. Bienvenue dans Dinguerie Room. Aujourd'hui, je reçois Kian Kojandi. Il est producteur, il est comédien de théâtre, il est acteur de cinéma, il est chanteur bientôt. Chanteur, je sais pas si on peut dire chanteur ou... en tout cas, il va sortir un album dans pas longtemps. Voilà. Il va sortir un album. Il sort un album avec des chansons, des chansons. Et là, aujourd'hui, il est là surtout parce qu'il est stand-upper, avant tout, la base. Bah, ravi. Je suis super contente de t'avoir, parce que je sais que t'es un vrai de chez vrai. Je te connais depuis un petit moment, maintenant. 12 ans. Ah putain, c'est 12 ans. Tu vois, j'allais te demander quelle date. 2009-2008. 2009-2008. Première partie de Thomas Njijol, Fabrice Eboué. Eh ben, j'allais te demander où est-ce qu'on s'est vus tous les deux pour la première fois. Je faisais les premières parties de Thomas Njijol et Fabrice Eboué au Comedy Club. Excusez-moi pour les misophones. Tu manges un... Ouais, je suis désolé, c'est une torture pour eux. Je suis navré. Et donc, c'était première partie de Thomas Njijol et Fabrice Eboué. Et le premier jour où t'es venu, tu te rappelles? Bien sûr. Au Comedy Club. En fait, le Comedy Club venait d'ouvrir. Je me rappelle, on était encore dans la phase d'ouverture parce qu'il y avait des sushis tous les soirs. Mais oui. Tu te rappelles de ça? Mais oui. Après, les sushis, ils ont disparu. Ils ont disparu, mais très vite. Il n'y a plus de sushis. Tous les soirs, il y avait des sushis dans les loges. Ça sentait bon, il y avait des sushis. Il y avait des bougies. Il y avait une dame de ménage ou un homme de ménage qu'on voyait. Tout était propre, ça sentait... Putain, t'as connu les sushis? Bien sûr, j'ai connu les sushis. Je me dis, mais je veux venir tous les mois. Moi, j'avais du mal à grailler à l'époque. Il y avait des sushis. J'étais là, genre, c'est facile. La vie est facile. Je viens, je fais les premières parties, je mange gratuitement et je pars. Parce qu'il n'y a pas ça, même dans tous les clubs. On t'accueille pas avec des sushis. Non. C'est un excès de zèle, Même les gens qui bossent dans les sushis, ils ont pas de sushis. Tu vois, nous, on avait des sushis. C'était fou. Putain, tu me rends... Ah là là. Ça fait loin, ça, ouais. Donc 2009. Ouais, 2009. Donc tu rentres dans le Comedy Club. Ouais, et puis. Comment t'es rentré comment tu. J'ai traîné là, quoi. Je faisais le Café Oscar à l'époque, et je crois que c'est Fabrice Eboué qui m'a dit ouais, t'es marrant, toi. tu fais la première partie. Je fais ouais, vas-y, carrément, Fabrice. Tu l'as bien. Ouais, non. Tu l'as même physiquement. Je l'ai trop. Parce que tu l'as travaillé. En fait, c'est marrant, c'est qu'il a toujours un truc. Il termine toujours par il dit un truc et après il dit un gros mot. Ouais, non, c'est parce qu'après ça va se terminer par s'enculer de toute façon. Ouais, il fait toujours ça, Fabrice Eboué. T'es nananana, un gros mot. Ouais, nananana, un gros mot. Petite ouais. Mais c'est horrible. C'est horrible parce que mon fils dit beaucoup de gros mots à cause de ça. Ah, je suis très vénère. Je suis très, très vénère. Ouais. Et il m'a dit, si tu veux, il m'envoie un texto. Salut, c'est Fabrice Eboué. Je t'ai vu, ouais, si tu veux faire ma première partie et tout. Et puis en fait, je fais la première partie.
Et c'était les plus gros beats de ma carrière, je crois, parce que c'est très dur, le Comedy Club. C'est très dur. C'est une salle qui est haute. Donc les rires montent, donc tu les entends pas. Si t'as des rires, déjà, c'est cool, mais j'en avais pas. Déjà, j'en avais pas. Et quand j'en avais un peu, ils montaient au ciel. Ils se noyaient un peu au donc ciel. Donc tu n'entends pas. Et t'as pas confiance quand il y a pas de rire, en fait. Tu dis, mais... Tu te t'auto-détruis. Ouais. Et là, t'arrives au Comedy Club, tu fais les premières parties. Moi, je me rappelle de toi au Comedy Club, et je me rappelle de Navo aussi, au fond de la salle. C'est vrai. Toujours au fond. Toujours. Sur un petit... un tabouret haut, comme ça. Donc déjà, Navo était là avec toi. Alors, il n'était pas avec moi, mais Navo, il était avec Kairon à l'époque. Et surtout, Navo, il était, à l'époque, il était dans un cabinet de comptable, de notaire, ou je ne sais plus, de gars qui s'occupent de fusion-acquisition. Enfin, tiens, voilà. Et il voulait quitter son taf pour devenir auteur, donc il allait tous les soirs au Comedy Club avec Kairon. C'est pour ça, d'accord, ouais. Et il voulait être le gars dispo. Et dire, si jamais je peux t'aider à faire une vanne un jour, et n'importe qui pouvait lui demander des blagues, mais absolument. Il se mettait comme ça. Je parlais avec lui. Et il était souvent aussi avec une jeune fille super gentille, un peu... Virginie. Ouais. Tu te rappelles de cette époque? Bien sûr, mais c'est une femme géniale. On se connaît toujours, on se connaît toujours. Tout ce petit groupe était derrière, au fond, et on discutait de vannes. Déjà, ça gambergeait, quoi. Et c'était le but de Navo dans la vie, c'était d'être disponible pour les autres et d'essayer de trouver les meilleures formules de blagues. Et du coup, et aujourd'hui, on fait ça encore aujourd'hui, quand on est dans les comédie clubs, que ce soit au Barbès, au Fridge, il y a un auteur qui monte sur scène, qui fait un truc, et on dit, ah tiens, tu pourrais terminer par ça. Je pense que ça peut être marrant. Et donner des blagues aux gens, parce que c'est ce qu'on kiffe faire, quoi. Ouais, parce que la dernière fois que je vous ai vu, c'était la première fois. Ouais. On a partagé un plateau ensemble. Donc, première fois, c'est le plateau de Yacine Bellouz, où le concept, c'est tu fais un texte pour la première fois. Ouais. Et encore, Navo était un peu au fond, comme ça. Toujours. Et on discute. Et je me rappelle, j'ai été en panique. Mais en panique, je te jure. Comme tous les gens en première fois. C'est horrible. Quand on est sur scène, ça se voit pas, mais avant, on est en panique. Et tu m'as fait un hug. Tu m'as vu un peu trembloter. Ouais. Bah, tu m'as dit, viens. J'étais dans un coin, comme ça, en train de parler toute seule, de répéter mon texte. Je bougeais trop. Tu m'as dit, viens. Je suis avancée vers toi. Allez. Et un petit hug, genre ça va bien se passer, qui m'a fait beaucoup de bien. C'est vrai, en fait. Je suis ravi, alors je suis touché. Vraiment. Non, mais c'est ça. Mais même, je me rappelle quand on s'était rencontrés il y a 12 ans, tu m'avais dit. Bon, après, Fabrice et Thomas, ils sont toujours dans leur personnage. Et toi, t'étais la seule personne à peu près normale psychologiquement. Et qui m'a dit, en tout cas, t'es le bienvenu quand tu veux ici. T'étais un peu comme si t'avais la clé des lieux et tu disais non mais bienvenue, en tout cas sens toi le bienvenu ici. Et je me suis dit putain, ça fait plaisir d'avoir. En fait, c'est pas inutile comme phrase de dire ça à quelqu'un parce que quand t'es un mec comme moi qui de toute façon se sent de trop de manière globale, bah ça fait du bien d'entendre quelqu'un qui dit bah t'es le bienvenu là. Si tu veux. Mange les sushis si tu veux les manger. Avec les poches pleines de sushis. Les sushis. Et alors donc la scène tu l'aimes, je le sais. Ouais, de ouf. Depuis 2009, t'es un vrai amoureux du stand-up, de la scène. Et est-ce que tu pourrais me dire un peu une dinguerie heureuse qu'aurait pu t'arriver, quelque chose d'heureux, le truc le plus stylé qui t'est arrivé sur scène? Alors, un truc très stylé. Bah alors attends, un truc très simple. Regarde, tiens, on va raccorder ce qu'on vient de se raconter. Je faisais les premières parties de Fabrice Eboué et Thomas Njijol qui jouaient côte à côte au Comedy Club. Il y en a un, il jouait à 19h, il jouait à 21h. Et un soir, et après, ce que j'avais fait, c'est que je faisais la première partie de Fabrice, j'attends, Thomas arrive, fait la partie de Thomas. C'était des soirées assez folles d'ailleurs. C'était des soirées carton plein, vraiment à l'époque. Après, il y avait les soirées Va te faire enculer qui étaient très très drôles aussi. Tu te rappelles de ça? Ça vraiment, c'était. Tu vois, c'est Jamel qui m'a fait rappeler ces soirées-là. Il est venu, comme toi, il était à ta place là, et c'était des soirées qui commençaient à minuit. Les soirées c'était incroyable. T'étais aux soirées Va te faire enculer. Ouais, je suis monté un jour pour faire un sketch. Waouh. Ouais. Putain, c'est courageux, hein. Ouais, c'est je faisais un bide, donc c'était le but, c'était de faire un bide. Ok, d'accord. C'était assez rigolo. Et après, il y avait donc ça faisait Fabrice Thomas, et après il y avait Steve Wonder qui faisait un concert. Et je me suis dit, bah, si t'enlèves Thomas et Fabrice, j'ai fait la première partie de Stevie Wonder. Mais je me rappelle de ce jour-là. Il y avait des caméras et tout. C'était dingue. J'ai encore la capta chez moi et tout. Mais j'ai fait la première partie de Stevie Wonder, moi, c'est bon. Je suis refait. Qu'est-ce que tu veux de plus? Qu'est-ce que tu veux de plus, voilà. Ça, c'est une vraie dinguerie de jeune humoriste qui se dit, ça, c'est, voilà. Je vais me faire un film et je vais dire que ça y est, je vais appeler mon père, je vais dire, première partie de Stevie Wonder.
Putain, une vraie dinguerie. Et alors, à l'inverse, une dinguerie, un souvenir d'une dinguerie relou. Tu vois, il nous arrive toujours quelque chose de gênant, de relou, d'inhabituel. Il y en a plein. Le truc, c'est que je l'ai déjà raconté, mais je vais essayer... Attends, faut que je t'en trouve une autre. Ouais. Bon, les bides, ça on connaît. Bon, en fait, on peut en parler. Le bide, qu'est-ce que c'est ? Le bide, c'est tu montes sur scène, tu dis une blague, ça fait pas rire. T'en dis une deuxième, ça fait pas rire. Et au bout de 3-4, les gens commencent à tousser, ils se sentent mal à l'aise, ils ont le frisson de la honte pour toi et tout. Et toi, tu stresses aussi. Ouais, bah, t'es pas bien. Moins t'as de rire, moins t'es bon, moins t'as de rire, etc. C'est un cercle vicieux. Plus t'accélères dans ton débit, donc les gens comprennent moins, donc ont moins la chance de rire. Rire, c'est avant tout faire comprendre son propos. Si tu fais pas comprendre le début de ta phrase, s'ils ont pas compris. Il y a des artistes comme Chris Rock, par exemple, qui martèlent le début de leur phrase. Ils martèlent, ils le disent 2-3 fois, et après ils font le truc marrant. Oui, tu as raison. Pour que les gens aient bien compris le truc. La prémisse qu'on appelle. Ouais. Donc après, plus t'es stressé, plus t'es rapide dans ta prémisse, plus tu fais de la merde. Et quand t'as une notoriété et que les gens te connaissent parce que t'es marrant, ou tu les as fait rire à la télé, ou tu les as fait rire dans un film, ou tu les as fait rire même sur scène avant, ils t'ont déjà vu, là, il y a une attente. Et quand tu vois la déception de quelqu'un qui fait un petit coup de coude et qui dit à son pote, lui, tu vas voir, il est marrant. Et qu'après, tu vois, tu fais un petit bide. Toi, il y a un petit. Je connais par cœur. J'ai repris il y a 3 ans, tu vois, le stand-up. Ouais, j'ai vu ça. Et je pense vraiment que je n'arrêterai plus jamais de ma vie, en fait. Il faut pas arrêter. Voilà. J'ai compris que, d'ailleurs, s'il y a des jeunes stand-uppers qui nous écoutent, si à un moment donné, vous allez commencer à tourner dans des séries, dans des films, faire autre chose, n'arrêtez pas. Non. Le week-end, revenez sur les plateaux parce que tu perds tout, en fait. C'est vraiment pas comme le vélo. On est d'accord. Tu perds tout. Et surtout, tu gagnes en peur avant de monter sur scène. Oh, putain. Tu reprends du trac, le trac revient. Patrick Timsit m'avait raconté ça. Il a arrêté pendant 15 ans, Patrick Timsit. Il m'a dit c'était horrible. C'était horrible. D'avoir arrêté, c'était horrible. Parce qu'il était là tous les soirs sur scène dans les années 80. Ouais. 90. Il arrête et il revient avec le spectacle qu'il crée avec Bruno Gassio. Et là, il explique que c'est terrible. C'est une horreur. En plus de reprendre adulte, c'est trop douloureux, quoi. Mmh. Je me suis pris des bides, Kian. Mais oui, c'est normal. Les gens se faisaient ce fameux coup de coude, genre... T'inquiète pas, elle est marrante, Samuel Chabi. Saison 1 du Jamel Comedy Club, valeur sûre. Attention, c'est du solide. Bide, Écoute, après mes passages, je marchais dans la rue, tête basse comme ça. Ouais. Achetais pas un bain. L'échafaud, tu vas à l'échafaud. Ah ouais, non, mais ça fait partie du quotidien et c'est... Maintenant, j'en ai rien à foutre. Je te le jure, j'en ai rien à foutre. Si, en fait, à la fin, des fois, ça marche pas. Je m'arrête à la fin, je fais... Qu'est-ce que vous avez pas compris ? Est-ce que vous avez compris cette blague ? Et les gens, ils font, ouais, ça, vous avez compris, c'était marrant ? Ouais, c'était marrant, mais c'était pas clair. Ah, ok, d'accord. Et ça ? Et en fait, des fois, je fais des questionnaires, en fait. Dupontel, il fait ça dans ses films. Ouais. Moi, je le fais pareil. J'adore Dupontel. Parce en plus, tu ressors de là, t'as compris là où t'avais merdé, tu travailles vraiment, quoi. Bah ouais. Et tu crèves l'abcès. Ouais. Pareil, en tournée de rodage, on appelle ça le tournée de rodage, c'est-à-dire que, d'ailleurs, je fais une tournée de rodage à Paris, déjà. Je rôde pendant 1 an à Paris dans tous les comédie clubs. Mais après, en faisant des plateaux, en faisant 10 minutes. Des fois 4, des fois 5, des fois 8, des fois 15, des fois 20, 25, des fois, tu sais pas, t'as besoin de tester les formats. Et après, quand je suis avec les gens, même quand tu vas à Lyon pendant 5 jours, t'es là, tu fais ton spectacle, les gens, normalement, j'ai déjà bien bossé, hein, attention, j'arrive pas, je suis pas frêle, hein, je suis déjà très sûr de moi, mais à la fin, je dis, vous avez des questions? Voilà, ça c'était marrant, ça c'était cool. Est-ce que vous avez bien compris ça ? Parce que mon spectacle, en plus, il y a plein de digressions dans tous les sens. Ça ouvre des portes dans tous les sens. Est-ce que vous avez bien compris la temporalité de ça et ça ? Ouais, carrément, ok. Ok, cool. Et on avance. Et on rigole bien, on rigole parce qu'on fait des vannes en même temps. Je dis ça, c'est pas un questionnaire de santé, tu vois. Donc là, t'as plus peur ? Je n'ai plus peur. Waouh. Mais, je suis toujours fragile. C'est-à-dire que j'ai toujours peur d'avoir peur. Mais je suis fragile. Il y a toujours une fragilité quand on monte sur scène. On peut pas être sûr de soi. Mais j'ai plus ces envies, ces relents au fond de la gorge. Donc physiquement, t'avais des trucs. J'ai plus les symptômes. Tu vomis. Enfin, moi, je vomissais un petit peu. Tu vois, un petit peu. Bon, je leur dis à chaque fois des petits vomis, petits vomis de chat. Tu vois. Là, ça va beaucoup mieux. Mais il y a des gens, ils font caca du sang. Hein, faut pas. Ah ouais.
il y a des gens, ils ont des maladies d'estomac terribles à cause du stress et du trac. Hein. Ouais, ça c'est vrai. Non, mais c'est vrai, il faut faire très attention, il faut vraiment travailler là-dessus. Il faut travailler là-dessus. C'est pas une vanne en plus, c'est ça, c'est le caca du sang, c'est rigolo. Mais ça, faut faire attention au stress. Par exemple, là, j'ai testé un nouveau sketch pour Netflix, là, qui doit sortir bientôt. Ouais. Donc, j'avais l'idée dans ma tête. J'ai 4 lignes, 5 lignes, j'appelle Navo, on passe 2 heures en téléphone, j'ai ça, clac, on structure. Ah ouais, tu fais ça, on arrive. J'ai 12 nouvelles minutes. Je vais au Fridge et je demande au Fridge de me booker pendant tout ce qu'ils peuvent. Et ils me disent, si tu veux, tu peux venir là, je peux jouer 3-4 fois par soir. Ouais. Ce qui est formidable, tu vois. Tu te rappelles avant, il n'y avait pas ça. Le Paname le faisait, c'était super aussi. Le Paname le fait toujours. Mais en 2009, il y avait Pranzo, tu vois, il n'y avait pas ça. Fallait que tu changes de comédie club. Ouais. Moi, je faisais le Café Oscar, après je faisais Fabrice Eboué, j'allais entre deux au Pranzo, et après je refaisais Thomas and Gijol. Donc je jouais 4 fois par soir. Putain, tu te débrouillais bien. Et je terminais par la première partie Stevie Wonder. Qu'est-ce qu'il y a? Tu te débrouillais bien, mais je pense que là aujourd'hui, c'est un peu New York là. On est, il y a un vrai. C'est New York. C'est New York. Paris-Ville stand-up. Ouais. On est d'accord. Et tu vois tous les noms de comedy club. Je sais même plus comment ils font pour inventer des noms de comedy club. Mais des fois, je joue 6 fois. Ouais. Et je joue dans des. Là, en ce moment, il y a un truc qui vient de sortir, c'est le Goku. C'est génial. Ouais. Tu l'as fait le Goku? On m'en a parlé. C'est hyper bien. Ouais. Hyper bien, mais tu joues 6 fois, 7 fois. Tu peux jouer 6 fois. Ouais, 6 fois. T'es obligé d'être fort à un moment donné, tu vois. De toute façon, il n'y a pas de secret. Ouais. Plus t'es détendu, plus tu détends les gens, plus tu détends les gens, plus détendu. C'est l'inverse du bide. C'est le cercle vertueux que tu crées en ayant confiance en toi, un petit peu, quoi. Et tu te dis pas, il y en a souvent, j'entends qui disent, ouais, le public n'était pas bon, là. Il n'était pas chaud, là. Il y a un vrai, est-ce que c'est nous ou c'est le public? Est-ce que c'est les deux? C'est la vibes des deux? Je pense le rôle d'un MC en début de soirée, c'est d'éduquer les gens. Et les éduquer, c'est pas leur dire applaudissez ou rigolez, c'est leur dire, c'est établir un rythme de connexion, de rire, en créant la détente, en disant un truc marrant, un mot drôle, mais pas en étant le comique, en étant le mec qui détend. N'hésitez pas à participer. Autorisez-vous à rire, autorisez-vous à applaudir. Plus vous le faites, moi j'avais cette formule quand je présentais, c'est plus vous applaudissez, plus les gens vont être forts, plus vous avez envie de les applaudir. Et en fait, c'est comme ça, c'est donnant. Donc c'est des codes. C'est pas genre bonjour à tous, ça va, vous êtes chaud, faites voir quand vous applaudissez, ouais, go, allez, premier, tu vois. Donc ça compte le MC. Premier artiste. J'en parlais là le week-end dernier au Barbès Comedy Club, on adore ce club. Ouais, il est vraiment chouette. Et il y a des très très jeunes qui me disaient oh là, je dois faire MC, ça me saoule, je connais pas l'exercice. Et je leur disais mais fais-le, force-toi à le faire parce que c'est quelque chose qui peut te servir plus tard. Dans ton spectacle, dans des imprévus. Si un jour tu présentes une émission aussi, parce que c'est possible aussi que, mine de rien, quand Bref est sorti, à un moment donné, on nous a dit vous voulez faire une émission sur Rire et Chanson. Moi, je pouvais faire bonjour à tous. J'ai présenté des soirées Canal sur Canal ou à Montreux. Et en fait, l'ayant fait au Pranzo pour une pizza, tu commences à comprendre la structure d'un spectacle et la connexion avec les gens. Ouais, tu fais tes dents et tu sais à peu près quoi dire. Et tu le fais aussi avec 60. C'est quelque chose, ça. Parce que tu passes. Mais c'est kiffant, c'est juste kiffant. Ouais. Tu vois, zéro stress. Pour moi, tout ça, c'est zéro stress. Que du kiff. J'ai réussi à me concentrer sur le kiff, même si j'ai encore des peurs d'avoir peur, des peurs d'angoisse. Parce que je suis sujet à l'angoisse, et avoir des angoisses sur scène, c'est pas mon moment préféré. Ouais. Ça m'arrive une fois sur, une fois sur 15, une fois sur 20. Je sens que l'estomac se serre, et pendant 4 minutes, je suis pas bien, et après, ça passe, parce que j'arrive à. Mais je joue, je fais rire les gens pendant ce temps-là. J'ai appris à faire une sorte de schizophrénie totale. T'as déjà eu ça? Mais absolument. Putain, on en parle. Les gens n'en parlent pas de ça. Écoute, absolument. Je fais style. Ouais. Tu joues parce que je suis assez professionnelle, on va dire, avec l'âge que j'ai, pour ne pas montrer que je suis liquéfiée, que j'ai peur, que ça va pas du tout. Et je le joue super bien. On me l'a dit il y a pas longtemps. Il y a pas longtemps, au Barbès, j'ai fait un bide. J'ai testé un truc et je suis passée en premier. Et quand je fais un bide, je m'en vais. J'ai très honte avec moi-même, tu vois. Ouais, bien sûr. Et je suis partie. Je reste pas avec les copains. Et j'ai marché encore une fois, donc de Barbès à chez moi, comme ça. Et ça m'a pourri l'été, ce bide. Hein. Ah ouais? Ça m'a pourri l'été. Je repensais à ça. Je dis, mais c'est pas possible, c'est pas possible. Et là, à la rentrée, je vais au Barbès.
je fais un super passage et tout, et il y a un petit jeune qui était là, ce soir-là, qui était dans le line-up, qui me dit « Amel, la dernière fois qu'on s'était vu, c'était pas facile. Hein. » Je dis « Ouais, m'en parle pas, j'y ai pensé tout l'été. » Il me dit « Eh ben, ça a été un beat pour tout le monde derrière. » Je lui dis « C'est pas vrai. » Ça t'a rassuré? Mais c'est génial. Je lui dis « Mais arrête. » Il me dit « Ah ouais, mais on a tous bidé, en fait. » Ouais. Il me dit « Mais alors toi, ça ne s'est pas vu que t'étais pas bien. » Et je lui dis « Mais moi, j'étais pas bien tout l'été. » Bah ouais. Tu vois, c'est fou, hein. Donc, je comprends ce que tu veux dire. On le joue. Le meilleur exercice, c'est les soirées première fois d'Yacine Bellous. C'est-à-dire qu'il y en a eu à peu près une trentaine. Je crois que j'en ai fait 18. Je lui ai dit à un moment donné, je les fais toutes, inscris-moi toute l'année. Et je venais tous les mois avec 10 à 15 nouvelles minutes. Et en fait, j'ai compris un truc, c'est que la nouveauté ne devient plus une nouveauté quand tu t'exerces à la nouveauté. Oh putain. Tu comprends ce concept ? Évidemment. Ça veut dire que plus tu t'entraînes à faire des choses nouvelles et sans filet, moins t'es sans filet. Puisque ça fait partie d'un quotidien. Et là, le dernier sketch sur Netflix, j'ai testé 12 minutes pour en garder 4,5, parce qu'au final, ils voulaient 4, 5,5. Je teste 12 minutes, je les ai testés, mais à chaque fois, et quand ça marchait pas, j'étais là genre, on enchaîne, ouais, c'est pas grave. Bien. Ouais. On enchaîne, c'est pas grave. C'est parti. On commence à avoir une ambiance, on a un rire, bam, ça fait drôle. Yes, on prend le kiff, on recharge, et on y va. On regarde le carnet, ça, il y a ça. On y va. Tac. Et on reste dans une humeur. On n'est pas dans une obligation de faire rire, on est dans une humeur de vouloir. C'est Papy qui dit ça. Papy dit, Papy, c'est le metteur en scène historique de Jamel. C'est le boss de l'impro attrape. C'est quelqu'un c'est un humain, formidable. J'ai croisé sa route. Il m'a dit respire. C'est un truc tout con, mais respire sur scène. Ça, c'est un conseil, mais fondamental. Il y en a plein qui respirent pas. Et le cerveau a fucking besoin d'oxygène. En fait, il a besoin d'oxygène. Sinon, t'as des trous. Sinon, l'adrénaline, elle prend le contrôle de ton cerveau. Et c'est comme si tu faisais un saut en parachute et que tu respirais pas. Bah, t'arrives en bas, t'es mort. Ouais. T'as juste pris un rush d'adré. Oh, j'ai jamais fait, mais bon, j'imagine. Le mec qui donne des leçons, vous savez, c'est comme un jour quand on monte sur un dinosaure. Non, mais c'est ça qui est dingue. Et donc, c'est respire. Et il m'a toujours dit, il faut toujours que quand tu montes sur scène, même quand t'es anxieux ou ce que tu veux, t'es toujours ce rictus intérieur. Genre, ah oui, c'est vrai que ça m'amusait, ça. Ouais. Ça, c'est pour ça que je veux le dire, ça m'amusait. Et ce petit ça m'amuse, même quand tu te le savoures, et après tu dis ta phrase, en fait, ça te met dans un état où t'es bien. Mais ça, c'est des trucs psychologiques. Oui, des petites techniques. Mais travailler la nouveauté, c'est le meilleur moyen que la nouveauté disparaisse. C'est-à-dire que la nouveauté ne devient plus un... Tu t'y habitues. Ouais. Tu dis, ouais, ça va, en fait. C'est comme ça, ouais. Et si tous les mois, tu fais 10-12 minutes nouvelles, tous les mois, tu fais ça pendant 3 ans, après, t'es invincible. C'est une très, très bonne idée de faire les soirées première fois. C'est la meilleure... Et ouais. C'est la meilleure... C'est la deadline. C'est la technique de la deadline. T'es obligé. Sans deadline, tu vas. Rien. Tu reportes. D'ailleurs, toi qui as fait les plateaux, on peut être enlisé dans les plateaux. C'est-à-dire, si t'as pas de deadline de spectacle, c'est assez... je suis en train de voir, là, en fait, que c'est assez... Tu peux rester longtemps comme ça. Ouais, tu peux devenir la star des plateaux. Ouais, voilà, c'est ça. Avoir ton 10 minutes, ton 5 minutes, et je commence à capter les stars de plateau. Et je me dis, mais dommage qu'il n'y ait pas de deadline. Ouais. Dommage qu'elle ou lui ne fasse pas de spectacle. Ils ont le potentiel, mais je crois qu'ils ont peur de... Il y a un truc que j'ai constaté, si on peut en parler même à la nouvelle génération, puisqu'il y a beaucoup de jeunes qui font du stand-up de plus en plus. Quand je dis jeunes, c'est des jeunes... de 20 ans des jeunes humoristes. Pas des de 40 ans, des jeunes humoristes de 40 ans. C'est le cercle vicieux du plateau, c'est... Bon, au début, tu commences, t'as un spectacle. Tu dois faire venir des gens. Donc, tu fais des plateaux. Dans ton plateau, tu fais ton meilleur sketch. Et tu fais que ce meilleur sketch. Tu te fais rencontrer, grâce à ce meilleur sketch, tu fais d'autres plateaux. Tu te rends compte que, à un moment donné, on te dit, tu veux jouer ton meilleur sketch dans une soirée, c'est payé cette fois. Et le temps, ça te fait un petit bifton, il y a un resto, il y a un truc. Carrément. Et tu commences à devenir un peu rentier de ton sketch. Tu délaisses, forcément, quand tu refais ton spectacle, dans ton spectacle, il y a un moment, c'est beaucoup plus fort que le reste, parce que le reste, tu l'as pas bossé. Et en fait, il y a une sorte de cercle vicieux tu deviens une sorte de rentier de ton sketch. Quand je dis rentier, on n'est pas sur sur des millions, on est sur des centaines d'euros par mois qui peuvent te permettre de vivre. Quand tu arrives à Paris, c'est toujours, c'est 800, 900 euros
tu vois. Très important. Avec un peu de boulot à côté, un petit travail d'auteur ou même une plonge ou, je sais pas, un McDo. Tu vois, on se démerde, quoi. On se démerde pour bouffer. C'est possible de participer pour gagner son pécule. Et ben en fait, ça, c'est un danger parce que derrière, après, tu deviens la personne, vas-y, pas lui, il est trop fort. Ouais. Il fait son passage et en fait, toi, tu restes enfermé dans un passage. Et plus tu t'éloignes de la nouveauté, plus les jeunes, après, plus le gars se dit, mais il est terrifié de faire un truc nouveau parce qu'il va risquer de perdre sa place de mec désiré ou de meuf désirée dans les plateaux parce qu'il est fort. Parce que dès que tu fais de la nouveauté, t'es obligé, t'es un peu moins fort et puis t'es pratiquement obligé de bider puisque pas tout ne marche. C'est vrai. Pas tout. C'est vrai. C'est comme ça. Donc, on se dit, la star des plateaux est un peu... Et moi, j'ai quitté les plateaux en 2011 pour justement tourner Bref et tout. T'es resté longtemps sur les plateaux ? Tu t'es un peu... Puis il y a un truc de confort, on boit un verre après, c'est les potes, il y a un truc... C'est roudoudou, hein. Ouais, c'est vrai, c'est génial. Donc, je fais 4-5 ans de plateau, j'arrête 1 an, et je reviens 2 ans après. Et 2 ans après, les gars, je vois des gars qui font encore les mêmes sketchs et qui font les mêmes vannes et qui sont des tueurs. Et moi, je suis reparti avec du matos zéro. Et genre, c'est la terreur dans ma tête. Mais quand je dis c'est la terreur, aujourd'hui, j'ai plus peur. Mais je suis passé par des états de... Mon estomac, il a tenu, mais... c'est vraiment... Mais... je crois que j'ai perdu des années de vie à ce moment-là. Mais je crois que j'ai perdu mes vœux à cause de ça. Je te comprends. Moi, j'ai eu des cheveux blancs à cause de ça. Je me suis dit, putain, t'as 40 piges, t'es là, ils sont en train de t'écraser, tu es nul et tout. Non. Et heureusement, quand même, quand t'as un peu d'expérience, t'arrives vite à avoir les 5-10 minutes sympathiques, tu vois, qui te donnent la confiance. Moi, je suis convaincu de ça. Et puis, il y a une justice, c'est une méritocratie, le stand-up. C'est-à-dire que plus tu le fais, plus t'es bon. Ouais. Après, que tu aies une carrière ou pas, ça dépend comment tu mets le curseur de la réussite. Si pour toi, réussir, c'est être produit, réussir, c'est faire l'Olympia, réussir, c'est s'acheter une maison, réussir, c'est manger à sa faim, ça, c'est ton curseur de la réussite. Mais il y a un truc très méritocratique, c'est plus tu travailles, plus t'es bon. Et toi, pour toi, t'as réussi ? Moi, j'ai réussi il y a longtemps. Il y a longtemps. J'ai réussi le jour... À quel moment t'as réussi, J'ai réussi le jour où, avec Navo, on s'est levé un matin... je suis venu le voir, j'avais pris des croissants, on a écouté un album de Raphaël, on a écouté des chansons de Jacques Brel, et il m'a dit « Ah, j'ai un pitch, ce serait trop bien de faire ça. » Ah, je fais « Ah, j'ai un pitch, ce serait trop bien de faire ça. » Ah ouais, ça serait trop bien de faire ça. Ah ouais. Ah, ça serait trop bien de faire ça. On avait réussi là. Parce qu'en fait, à ce moment-là, on avait réussi à être des mecs qui disent « Et si ?» toute la journée. Et si, c'est le champ des possibles. Mais parce qu'on peut dire et si et ne pas aller au bout. Ouais. Donc, vous allez au bout. Ouais. Des fois, est-ce que des fois, il y a des projets qui vont pas au bout ? Ah ouais, bien sûr. Tu lances plein de pistes. Bah, de ouf, hein. Et ils vont pas au bout, même pour plein de problèmes. Ouais, ça, l'interrogatoire. Alors, où est la coke ? Où est la coke, Amel ? Parce qu'il y a de la lumière. Il y a Wiki, notre photographe, qui a mis une lumière vénère sur WAM pour prendre une photo. J'espère on va pas voir. Il va s'asseoir sur le bord de la table, comme ça il va faire. Voilà. Il a tout craché. Le baron du 17e a tout craché. Ça veut vraiment. Ça fait ça. C'est ouf. Non, je pense j'avais deux degrés de réussite. Ma première réussite, c'était de devenir connu. Ma première réussite, c'était de remplir les grandes absolument. Salles. À un moment donné dans ma vie, j'ai voulu ça parce que c'est pas que j'ai voulu ça, c'est que tu t'attends à avoir cette conséquence parce que tu te dis un jour je vais remplir les salles, un jour je vais envie de faire ça, j'ai envie de faire des séries, j'ai envie de faire des trucs, donc forcément à un moment donné je vais être connu. Donc c'est pas le but d'être connu, c'est ça le truc. T'as des envies, t'as des envies que ça marche, t'as des envies qu'on te reconnaisse. Qu'on fasse confiance. C'est pas d'être connu, c'est envie d'être reconnu. Reconnu, ouais. T'as envie que, tu vois, quand Fabrice Eboué me demande de faire ma première partie, là il me reconnaît. C'est-à-dire qu'il dit, ok, t'as eu raison de t'autoriser à faire ce métier. Ça c'est de la reconnaissance et ça c'est fondamental. Être connu. D'avoir quelqu'un qui dit ça veut plus trop rien dire aujourd'hui être connu parce que il y a un côté être connu c'est devenu un Graal mais il n'y a pas grand chose derrière des fois donc c'est pas forcément un gage de qualité d'être connu. Le vu à la télé n'est plus un c'est pas ça, je sais pas si ça a déjà été un gage de qualité mais bon en tout cas il y avait ce côté, il y avait ce curseur de réussite de il faut que ça marche. Et puis je suis allé à New York et puis j'ai vu des gens qui faisaient ça pendant 20 ans et que c'était leur métier et que voilà, pas connus. Ils ont fait tous les sketch shows du monde. Ils ont fait tous les lives à CNN. Ils ont fait Conan O'Brien. Ils ont fait David Letterman. Ils ont tout fait. Ils ont joué, ils ont écrit dans des séries, des trucs machin. Ils ont jamais percé comme aujourd'hui on s'attend à percer. Mais ils faisaient leur métier.
Et je lui dis, mais en fait, c'est ça que je veux faire. Je veux juste faire mon métier. Ouais, je veux aller le plus longtemps possible. Voilà. Et j'ai pu chercher la bonne formule, j'ai juste cherché à m'amuser et justement à écouter des albums avec mon pote et imaginer des choses, des concepts. Et c'est comme ça que c'est comme ça que les choses se sont nées, c'est en arrêtant d'essayer de réussir. Ouais. Après, j'ai le biais du survivant parce que j'ai réussi à faire des trucs. Donc c'est facile pour moi de dire ça en disant c'est pas la méthode, j'ai pas de méthode. Tu vois, je sais pas, genre il faut faire ça dans la vie. Mais en tout cas, j'ai pu remarquer qu'au moment où je me suis détendu, c'est là où ça vient. C'est là où les bonnes idées sont arrivées. Ah, c'est canon. Et New York, ça a été un vrai déclencheur pour toi. Le stand-up à New York, c'était cool ça. Ah là là. Et tu as joué en anglais ? Ouais. Et tu rejoues en anglais un peu ? Je l'ai plus trop fait, ça m'intéresse plus trop en ce moment, mais je le referai. C'était un challenge, un truc on l'a tous fait, ça. C'est les fameux 5 minutes pour se challenger. Kiffant. Ouais, c'est très kiffant. Ouais, c'est kiffant d'apprendre un nouveau texte par cœur, parce que c'est du par cœur à ce moment-là. Ouais. Et c'est quelque chose de stand-up que tu vas faire longtemps, même vieux ? Tu te vois, yeuve, faire du stand-up ? Je me vois, je me sens chanceux d'avoir l'opportunité. Dans le sens où je me sens chanceux de pouvoir monter sur scène, raconter une idée, sans forcément que ça passe par des chaînes de production qui coûtent de l'argent. Tu vois, tu peux dire, imagine, t'es dans un château et gratuitement, dans l'imaginaire des gens, t'as un château, quoi. Donc, tu peux tout faire avec le stand-up, tu peux tout écrire, tu peux tout... Et tu n'as pas donné ta copie à la prod qui doit dire... Personne te valide. On a besoin de ça, en fait, de totale liberté. C'est ça, ouais. Et c'est très contraignant. C'est très contraignant d'écrire de la fiction parce que tu dois faire... Déjà, tu dois faire en sorte que le projet existe. C'est très dur, faut se battre. Et encore aujourd'hui, il n'y a pas de secret. Hein. Je dois vraiment me battre pour que les projets existent parce que c'est pas gagné, c'est jamais gagné. Jamais. T'as beau avoir fait des trucs cool avec des concepts originaux, quand t'arrives avec un concept original, personne le comprend, personne ne veut le comprendre. Et en fait, c'est parce que tout le monde veut être rassuré. Ils veulent rassurer que ça marche. Du coup, ils veulent plus des ficelles que des ficelles qu'ils connaissent. Donc, faut se battre. Ouais. Alors que le stand-up, t'arrives, tu montes sur scène, tu dis des conneries, puis après, tu changes toi. On veut être libre, c'est fou. Et un coca. Besoin de liberté et d'amour aussi. Ouais. T'as besoin d'être aimé, validation, toi. Ouais, de fou, ouais. Ça, oui. Ça, par contre, j'ai vu avec le confinement, j'ai dû faire un sevrage d'1 an et demi d'apprendre à vivre sans validation. C'est-à-dire que intéressant, ça, j'ai dû apprendre à vivre. Je passe de 15 ans de scène clairement tous les soirs avec une petite pause de 2 ans, mais à plus rien. Ouais, mais mon humeur, j'ai dû contrôler mon humeur parce que j'avais des sautes d'humeur. C'était très dur à vivre. Ouais. Ah ouais, j'avais comme un manque. Ouais, j'avais des accélérations de pensée qui étaient très dures à gérer. J'avais des moments down. Putain, c'est des trucs de drogue, hein. Tu vois, Clémence, la productrice qui est là, parce qu'on dit souvent ça. C'est vraiment des symptômes de drogue. Ouais, c'est de la drogue, ouais. Ouais. Oui, c'est ça. L'adrénaline, c'est c'est une drogue. L'adrénaline, la satisfaction d'avoir bien fait son travail aussi quand tu termines le spectacle. T'as bien fait ton spectacle, t'as fait rire les gens. T'as travaillé. Les gens sont heureux, ça t'a donné une énergie. En fait, c'est pas invisible, ça. C'est pas rien. L'énergie. Alors, l'énergie, ça peut être un peu genre spirituel, mais il y a un truc factuel. Tu dis un mot, le son résonne chez les gens, ils rigolent. Du coup, il y a une ambiance, il y a un délire. Tu sors de là, t'es dans un délire, quoi. Et là, t'as plus ça. Alors, il y a d'autres priorités, hein. Priorité milieu médical, priorité aux gens malades et tout. Mais du côté de... vu que tu me poses la question à moi, j'ai dû me réacclimater. J'ai dû vraiment... j'étais avec ma femme et elle m'a vraiment vu en... comme un lion en cage, quoi. Le matin, je me réveillais, je dis, ça va pas. Je suis désolé, ça va pas, ça va pas. Elle me dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Ça va pas. Ça va pas du tout. Ça ne va pas du tout. Il y a un truc qui va pas. Et à un moment donné, j'ai refait un peu de stand-up entre les 2 confinements. Pareil, moi, j'ai accepté de faire des streaming. Alors que c'est bien ça. C'était bien ça? Non, c'était pas bien. Enfin, moi, j'ai pas aimé. Il y a un truc très bizarre, le fait d'avoir les caméras, le mood. C'était très bizarre comme. Mais ça m'a donné un petit shoot, quoi. Ça m'a fait plaisir, tu vois, de préparer mon texte, de monter sur scène. Heureusement. Et c'est vrai que les rires, toi, quand tu reçois les rires, physiquement, ça te fait quoi? Je suis validé. Moi, j'ai pas été validé par mes parents, donc je suis validé là.
Pourquoi tu dis que tu n'as pas été validé par rapport à l'acceptation de du métier? Je pense que ma mère avait sa carrière. J'ai pas manqué d'amour. Hein. Oui, mais en termes de validation, est-ce qu'il voulait peut-être un travail classique? Je sais pas. En tout cas, je me rappelle pas. Je pourrais critiquer mes parents, mais mais c'est pas ça. C'est que je me dis que quand je vois les parents de ma femme, il y a un truc que j'ai appris qui est hyper important, c'est il faut savoir donner le moment à l'autre. Genre aujourd'hui c'est ton moment. T'as fait un spectacle, c'est ton moment. On va venir t'applaudir, on va venir te voir ou te soutenir, c'est ton moment. Et je pense qu'un enfant, à un moment donné, il a besoin de son moment. Et ma mère a énormément travaillé, donc elle a été... Attention, j'ai une mère très aimante et tout. Je ne critique pas mes parents. Je dis juste que quand je vois comment mes beaux-parents fonctionnent, je me dis, putain, c'est ouf. Ils m'ont appelé pour me dire bravo pour ça. Ils m'ont appelé pour ça. Ils m'ont appelé pour me dire, on est content pour toi, bravo. Hein. Et tu vois, genre... Alors, j'ai peut-être une question. Je suis dans la même situation que toi. Mes parents, pleins d'amour et tout. Mais est-ce que c'est pas culturel? Je crois que t'as des origines iraniennes. Ouais, je suis oriental. Est-ce que ça appelle pas la pudeur? Ouais, non, c'est pudeur. Parce que j'ai même autre chose. J'ai un événement qui m'a... J'en ai parlé à un psy. En fait, je m'en souviens très bien de ce moment. Et quand tu te souviens très bien de moment de ton enfance, c'est qu'il y a un délire autour de ça. C'est que soit c'est une joie de ouf, soit c'est pas une joie de ouf. Je fais le spectacle je suis en scène je fais le spectacle de théâtre. À ce moment-là, je fais le premier rôle de la pièce de théâtre. Je suis dans l'orchestre de la truc. Je fais un spectacle de russe. Je fais un duo d'alto au violon. Parce que il y a plein de trucs. En fait, je prépare plein de trucs. Ouais. Et il y a plein de gens qui ont plein de trucs. Mais moi, j'ai vraiment et en plus, j'ai le premier rôle. Je fais marrer les gens et tout. Je sors de scène. Et là, on est dans la cour de récréation. Et tout le monde dit, je suis avec mon père. Et mon père... Et là, et à un moment donné, à quel âge, pardon, je vais dire un truc méga triste. Quel âge? Attention, ça arrive dans 32 secondes. J'ai 9 ans. Ouais. Je descends de scène et tout, et il y a des gens qui viennent me voir. Putain, c'était super. Ah ouais, la perruque, trop marrant. Putain, t'es validé, quoi. T'es là, trop marrant, c'est stylé. Et à un moment donné, il y a quelqu'un qui dit à mon père, c'est votre fils, vous devez être fier. Et là, mon père me dit, ça va, même les singes, ils peuvent faire rire les gens. Ça m'a déglingué. En fait, c'est un coup sourd. C'est un coup sourd. Pour moi, à ce moment-là, je m'en rends même pas compte, mais ça fait... C'est un coup au foie. Tu sais, tu titues, après t'es là genre... et puis t'essayes, mais en fait, tu te rends compte que tes bras, t'as plus la coordination. Et en fait, ça, j'avais juste besoin d'une validation à ce moment-là. C'est ce moment-là, je dis, il y a une petite validation à faire là. C'est ça quand je dis, t'as besoin d'être validé. Et ensuite, après, j'ai cherché cette quête de validation. Tu vois, je veux pas être deep, hein. Mais non, mais j'en veux pas à mon père parce que mon père en fait voulait être acteur, je le sais maintenant. Ouais. Il a fait des cours de théâtre, il a voulu être acteur et qu'est-ce qu'il voyait à ce moment-là? Il voyait ce que je faisais, ce qu'il n'a jamais fait. Parce que déraciné, parce que révolution iranienne, parce que iranien en France, parce que racisme en France dans les années 80, parce que déraciné, parce que plein de choses s'expliquent, d'accord? Mais à ce moment-là, je prends un coup sourd en mode et là, je m'en rappelle comme si c'était hier. Je me rappelle très bien. Je me rappelle que le gars, il avait une moustache et une chemisette quand il m'a dit vous devez être content de votre fils. C'est clair. C'est clair et net comme souvenir. Mais moi, c'est ce que je fais maintenant avec mon fils. J'en fais trop même. Je pense que j'en fais bravo, mais je suis persuadée que ça, comme je n'ai pas eu ça aussi par pudeur et tout. Et est-ce que cet événement, t'en as parlé à ton père plus tard ou ça a jamais c'est jamais ressorti. C'est jamais ressorti. Non, mais ça ressort tout le temps dans les conversations familiales. Tu te rappelles, il m'avait dit ça. Ouais. Ça ressort un peu, bien sûr, ça ressort. À l'époque, vous en aviez pas reparlé avec lui. Ouais. Paradoxalement. À 4 ans et demi, j'ai demandé de faire de la musique. Je me suis retrouvé dans une école de musique. Jusqu'à mes 20 ans, j'ai fait le conservatoire. Ouais. Quand j'ai demandé à faire de la danse, à partir de 15 ans, ils m'ont inscrit dans une école de danse. Ils m'ont jamais mis de bâton dans les roues. Moi, je ne le fais pas ça. Par contre, quand j'ai l'inverse. Voilà. T'as plein de talents, tu vois. C'est ça. Ils ont cultivé l'artistique. Ils ont payé les cours de danse. Ils ont payé les cours de danse hip-hop. Quand j'allais faire de la danse dans les MJC... dans les quartiers, c'était vraiment vas-y, va le faire, fais-le, amuse-toi et cool et cultive cette culture et il n'y a jamais eu de barrière. Mais de toute façon, on n'aura jamais l'éducation qu'on aurait voulu. C'est un peu la construction, c'est la construction de chacun. Est-ce qu'ils sont venus te voir? Oui.
Alors ça, est-ce que la première fois qu'ils sont venus te voir, est-ce que quand la famille, la MIFA vient te voir, papa ou maman, est-ce que c'est quelque chose qui te déstabilise quand t'es sur scène? J'étais à la Providence. Tu te rappelles ce théâtre, la Providence? 42 places, une cave. Ouais. Clairement, s'il y a un incendie, c'est chaud. C'est un fait divers grave qui compte. Ça existe encore? Non, je crois que ça n'existe plus. Je pense. C'est interdit. Là, non, ça doit être un lieu de stockage. ce que ça aurait dû toujours être. Oh putain. Ah ouais. Putain, t'as fait cette salle, quoi. Ouais. Premier rang, mon père, il se met au premier rang. J'arrive, je fais bonjour, et je vois mon père comme ça. Mais tu sais qui vient. Oui, je savais qui venait, mais premier rang avec ma mère, vraiment, je joue, il a mes yep, quoi. Je suis là, genre, hey! Et tu sens il avait le trac. Lui, il voulait pas que ça se passe mal pour moi. Ça me touche parce que je le connais, mon père. Il est plein de pudeur. Et quand tu vois qu'il a le sourire, il a envie que ça se passe. Je suis méga touché. Ma mère est là. Et tu sens qu'ils ont envie que ça se passe bien. Ils ont pas envie que je m'affiche. Ils ont pas envie. Et toi, t'es assez à l'aise dans moi, ta manière. À ce moment-là, je déchire. Je déchire. Dans ma tête, il y a pas. C'est voilà. Okay. Vous êtes là. Je vais tout déchirer. Ouais. Waouh. C'est voilà. Ok, c'est parti. Let's do that. Wow. Mais pendant 5-6 ans, on était en baston avec mon père, on se parlait plus, on se parlait par ma mère interposée. Ma mère a recollé les morceaux plusieurs fois, tu vois. Et plus tard, est-ce qu'il y a quelque chose où il t'a dit quand même, c'est bien ce projet, ça c'est cool ce projet? Ouais, il m'a validé avant de mourir, donc c'est bien ça. Il m'a validé, il m'a dit une phrase qui m'a marqué, il m'a dit c'est ouf, regarde, c'est dingue comment. Est-ce que t'as ça, toi? Tu calcules pas quand ça t'arrive sur l'instant et après tu te dis. C'était pas un grand moment, ça, ce que j'ai vécu, je m'en suis même pas rendu compte. Surtout avec les remparts. Ouais. Je calcule pas et après, je réfléchis, je me dis, mais waouh, en fait, il s'est passé un truc de fou. Oui. Ah, donc ça te parle? Mais oui, je pense que c'est culturel, il y a un truc qui est pas fluide dans nos échanges, je pense. Ouais. Il y a ce truc. Et quand ça se passe, c'est dingue, en fait. Oui, c'est a posteriori. Ouais. Il me dit, on est à l'hôpital, on est en soins palliatifs et tout, et en fait, quand t'es mon daron, visiblement, c'est plus facile d'avoir le Wi-Fi à l'hôpital. C'est plus facile. Les gens, ils sont contents, ils rentrent dans la chambre, ils sont contents. Ça va, bon, cool, tu vois. C'est surtout rigolo parce que c'est pas, tu vois. Non, mais vous inquiétez pas, il est mort au final. Il est quand même mort, il n'a pas eu de meilleur traitement. Non, mais il me très bonne vanne. Merci. Très très bonne vanne. Parce que non, mais il est là, il est guéri. Voilà, c'est normal. On lui a donné des perfs en plus. Normal, on lui a donné des. Vas-y. Il est marrant, donnez-lui le meilleur. Non, donnez pas le truc qu'on donne aux autres. T'imagines le truc de bâtard. Ouais, donnez le bon médicament. Ouais. C'est marrant parce qu'on est ému là, on rigole mais on est ému. Mais oui. Et j'étais en fait, j'ai enregistré les conversations au magnétophone. Les dernières conversations qu'on a eues, je les ai enregistrées. Et il le savait ou... 2 fois. Ok. En fait, il était dans le gaz à un moment donné. Il était dans le gaz, mais je voulais garder ça parce que je me suis dit, là, il faut retenir parce que là, ça va terminer dans 6 jours, c'est fini. Tout peut basculer. Et un jour, il m'a dit, et j'ai recalculé plus tard, il m'a dit, salut, c'est où? On était sur le parking. Donc, un hôpital, c'est très décevant. C'est blanc, machin et tout, mais à un moment donné, il y a la cour et il y a le parking. Donc, on est sur un banc devant des voitures. Et il me dit, t'as vu, c'est ouf. Les gens, ils achètent des voitures pour montrer leur réussite sociale. Et plus ils ont une réussite sociale, plus ils ont une voiture qui coûte cher. Il me dit, toi, t'as même pas de voiture parce que ta réussite, elle est sur ta gueule. Ah. Et dans ma tête, je fais, comment ça? Je fais, ok, d'accord. Et en fait, dans ma tête, je me dis, mais il a dit que j'ai réussi, du coup. Ouais. Ah bah oui. Donc, j'avais été validé à ce moment-là, tu vois. J'ai pas été validé en CM2, mais j'ai été validé... Alors ça, moi, je suis touchée. Hein. Ouais. Ça me touche beaucoup. Hein. Ça m'avait touché. Ouais. Et ça, je l'ai compris que 1 ou 2 mois après, je me suis arrêté, j'étais en train de me servir un verre de lait de soja. Et je suis en train de me dire... Et vraiment, tu vois, encore une fois, ça, c'est un souvenir qui se marque et que tu dis, mais je me rappelle très bien de ce moment. Et c'est, ok, d'accord. Donc là, je suis validé. Ouais. Mais tu en prends conscience après coup, tout doucement. Ouais. Et on avait fait la paix entre nous, on était devenus potes, on n'était plus devenus père-fils, il n'y avait plus de piédestal, je le mettais plus en l'air, en mode putain, c'est Dieu quoi. C'est magnifique, écoute, c'est hyper beau. C'était touchant, c'était touchant. Et il est là. Il est là. Et il est là. Je
suis entré, bien sûr, vas-y, entre. Et rien à voir, mais je sais, je le sens, je vois que t'as une vraie sensibilité, t'as quelque chose de... T'as une vraie douceur. Est-ce qu'en amour, dans ta vie, est-ce que t'as déjà fait des dingueries en amour ? Oui. Ouais ? Bah ouais. En fait, j'ai fait des dingueries en amour parce que je me trompais sur l'amour. Je pensais que l'amour, c'était justement être dingue. Et je pensais que j'ai confondu passion et amour. Et en fait, ça a été une des plus grosses erreurs ces 20 dernières années. Pendant longtemps, donc... 20 ans. Tu disais être amoureux, c'est... Les deux. C'est up, tout trempe, tout... Up, down. J'en ai fait un sketch en Pulsion où je dis ce serait vraiment les montagnes russes. Je parle d'une nana que je vais rejoindre en Espagne. Et je dis à chaque fois qu'elle me dit je t'aime, ça monte. Dès qu'à chaque fois elle me dit je t'aime, elle me met en haut, elle monte. Et après, ça descend. Et après, je remonte et ça descend. Mais la descente n'arrive jamais, en fait. À chaque fois, elle me monte, et après, pouf, et je descends à l'échelle tout doucement. Et je remonte. Et à quel moment tu comprends que l'amour, finalement, c'est... Quand j'ai rencontré ma femme. C'est tranquille. Ah ouais. Bah ouais. Donc un peu tard, hein. Tellement. Ouais. Le côté dingue, je veux pas ça, en fait. Parce que c'est pas... Parce que c'est une faille, en fait. Oui, c'est une faille. Et c'est vrai que quand j'ai su que t'étais mariée, j'ai eu une réaction un peu chelou. J'ai dit, ah ouais, t'es mariée, ouais. Genre, ah bon, on se marie maintenant, les stand-uppers, ah ouais. on est aussi, tu vois. Ouais. Ouais, bah ouais. Mais c'est formidable. Je trouve ça hyper cool, hyper romantique. Et t'as une bague, quoi. Ouais. T'as l'alliance. Ah ouais, j'aime ma femme. Et comment ça s'est passé, cette demande ? J'aime ma femme et je montre au monde entier. Non, mais c'est pas ça. Cette je demande trouve ça en mariage. Ah, c'était. En fait, bah, tu vois, ça, c'est une vraie dinguerie, mais dans le sens noble du terme. Pas dans le sens, mais t'es complètement dingue. Ouais. Il y avait des signes, en fait. Avec ma femme, on se connaissait déjà. Et on se revoit, et je fais le M fait Bercy. Mathieu Chédid fait Bercy. Ouais. Il m'invite sur scène, je fais de la danse et tout. Et je rigole avec lui. On fait toujours des conneries avec ses concerts. Et c'est marrant, ça fait kiffer les gens, et donc on kiffe, quoi. Et elle m'envoie un texto, elle me dit, je suis dans la salle et tout, je t'ai vu, je fais, chambé et tout, trop bien, faut trop qu'on se revoie. On se revoit et c'est cool. C'est une amie à ce moment-là. Oui, on était déjà sortis ensemble, et là, on se retrouve. Ouais, on se retrouve, mais voilà, il n'y a pas de plan. J'ai toujours eu beaucoup d'estime pour elle, j'ai toujours adoré cette fille, j'ai toujours senti qu'il y avait un truc avec cette femme. Et la demande, comment alors, écoute, pourquoi se marier je sais pas, c'était tellement évident. J'ai même pas... Si tu m'avais dit il y a 2 ans, tu vas demander quelqu'un mariage, je dis non, ça va me mettre la pression, j'aime pas du tout. Oui, il y a un côté... Puis, t'es allé à la mairie, t'as pris le dossier, tu l'as posé ? Non, t'imagines ? Ouais, Voici le courrier, alors il y a des promos chez Leclerc, et qu'est-ce que c'est que... Non, c'est... Ça, on me l'a déjà fait. C'est vrai ? Ah ouais ? Il y a un gars qui est arrivé, qui a dit, écoute... Non, qui a posé le dossier. Avec le jeton du caddie. Ça fait penser à quoi, ce jeton ? Un jeton de 10 francs ? Tu fais quoi l'année prochaine année ? Waouh, c'est pas ouf, hein ? C'est pas ouf. Il est parti à la mairie prendre le dossier de mariage. Il dit, voilà, un acte. Moi, je veux t'épouser. Voilà, rempli. J'ai dit, doucement, on vient de se connaître, calme-toi. Mais c'est possible, tu vois. Oui, j'avoue, c'est entreprenant. Il y a un truc table basse, tiens. Voilà. Je me suis dit... J'aimerais pas un truc en mode on va dans un restaurant classe, tu vois, il y a le serveur qui filme en scred. J'ai pas envie de ça. Ouais. Je veux un truc comme notre histoire, je veux un truc simple mais unique. Tu vois, un truc, c'est unique et simple. Mais avant, vous en parlez ou pas du tout de la possibilité de se marier ? Ouais, parce que moi, je suis pas du tout mariage en fait. Je m'en fous en fait, pas du mariage. Ouais. C'est pas un truc c'est pas un truc qui me fait kiffer à la base. Mais voilà. Et puis, il y a Mathieu Chédid qui m'invite à faire un live sur son Facebook. Il revient souvent dans c'est ça, c'est pour ça que j'ai saisi le moment, en fait. Oui. Je t'explique. Il me fait un live sur Facebook, il vient, je dis, écoute, j'ai écrit des vannes. Si tu veux, tu m'accompagnes à la guitare avec ton groupe et moi, je fais des vannes. Comme les Américains, comme Frank Sinatra, comme le Rat Pack. Tu vois, ils faisaient ça avec un groupe de rock derrière. Moi, je fais des vannes, je fais que des one-line et tu les punches derrière. Et tu chantes et tout. Il me dit, ouais, grave, super. Il me dit, super, faut le faire, ça et tout. Il me dit ça. Il parle toujours comme ça. Très bonne carrière d'imitateur, attention. J'ai raté ma vie. Vraiment. J'ai raté ma vie. Et on y va, et on fait le truc, et ça se passe bien. Donc, on est dans son studio, il y a une caméra, et je fais les vannes et tout. Et ma femme est là,
Et elle le regarde, elle trouve ça marrant et tout, c'est trop cool. Et à un moment donné, donc je termine le live et je la rejoins à côté. Donc on est tous les deux dans une pièce. Et il y a Mathieu qui joue. Et à un moment donné, il dit moi je vais faire une impro, donnez-moi des mots et je vais composer une chanson avec dans le chat. Et il commence à chanter une chanson improvisée avec des mots que les gens lui donnent et il improvise. Et je me suis dit, on est devant Mathieu Chédid, on a un concert pour que nous deux. On s'est retrouvés à un concert. C'est dans une impro. S'il y a bien un gars qui dit que dans la vie, c'est qu'une impro et que même si tout est sûr, c'est beaucoup d'impro dans la certitude. Je sais pas, je suis allé voir près de Marie, j'ai fait ça te dit, on se marie? Ça te dit, tu veux m'épouser? Elle m'a dit, grave. Et oh ben là, moi je vais fondre. Hein. Et voilà, du coup, c'était beau quoi. Et enfin, donc on a pendant une musique et une impro, et c'est une impro qui est maintenant. Voilà quoi, c'est notre BO, c'est la BO de notre demande. C'est trop beau. Et c'était ça. Donc je voulais un moment un peu. Ouais. Et en fait c'était et c'est ce moment-là où je me suis pas forcé. Habituellement, je suis un mec qui dès qu'il pense j'ai mal au ventre, j'ai le ventre qui se contracte et tout. Non rien. J'avais juste envie de vivre ça et je l'ai vécu et je regrette pas. Et aujourd'hui, on est dans une petite mairie de village. Tranquille. Oui, tu habites maintenant... Oui, j'habite plus à Paris. Ouais. T'habites plus à Paris? Non. Parce que quand je t'ai eu au téléphone, t'étais en train de tondre ton gazon. C'était extraordinaire. Je lui dis, mais comment ça, tu tonds ton gazon? Il me dit, ça y est, j'ai quitté Paname. J'adore là, moi, ça. En fait, je suis revenu aux sources. Je suis revenu aux sources. J'ai grandi près des champs et je suis revenu près des champs. C'est parce que Paris, ça a été le stand-up pour moi. Paris, je suis pas un gros fan de Paris. T'aimes bien Paris? Moi, je suis née au centre de Paris, donc c'est vraiment, je suis née à Strasbourg-Saint-Denis, donc j'ai buzz. Tu t'es amusé sur des trottoirs avec tes amis, c'est ça que je veux dire? C'est ça. Mais dans le sens, moi, quand je sors, je peux faire du roller dans toute la ville, dans tout le quartier. Oui, je sais. Ouais. Toi, il y avait un champ restreint, quoi. C'est un champ restreint, mais bizarrement, j'ai besoin de ce champ restreint. Si tu me donnes, je suis allée au Tremblay. Vous connaissez ça, le Tremblay? C'est un grand jardin en banlieue parisienne. Non. Je tremblais. J'étais pas bien. Je me suis dit, mais il y a trop d'espace là. Mon Dieu. Ouais, c'est trop silence, chelou. Parlez-moi. Oh là là. Klaxonnez. C'était très bizarre. Ouais. Donc c'est selon où tu grandis, je pense. T'as des habitudes, mais et tu viens de Reims, c'est ça? Ouais, mais j'ai jamais aimé Paris. J'ai pas. J'aime bien Reims. Hein. Enfin, c'est juste que j'étais localisé là. Je pouvais pas. Tu vois, j'ai jamais contesté mes localisations en fait. J'ai trouvé qu'il y avait des choses positives dans tout. Reims, il y a des super choses, choses hyper positives. Dans ma jeunesse, il y a des choses hyper positives, il y a des choses hyper négatives aussi. Paris, pareil, terre d'opportunité pour le stand-up. Quand tu veux faire du stand-up, t'es obligé de venir à Paris. Ou tu vas à New York, ou tu vas à Paris, ou tu vas à Montréal. Ouais, mais t'es obligé de payer un loyer beaucoup trop cher pour un jeune artiste. Ouais. Donc il y a un côté très ingrat au début de la ville. Elle t'accepte difficilement. Très dur. Quoi. Elle t'accepte, tu vois. Si on dit, c'est quoi le prix d'une carrière, c'est le loyer que tu payes quand tu arrives à Paris, je pense. Ouais, je pense aussi. Et les mots de dos que tu fais à faire des clic-clacs de tes potes pendant 6 mois. C'est ça. J'adore. Franchement, Kian, t'as vraiment un truc qui ressort. C'est le côté positif à chaque fois. T'as un vrai truc, mais depuis toujours, en fait. Tu prônes la positivité. Et ça fait du bien, quoi. C'est charmé. Ouais, on essaye. Je partage pas mes états de... Enfin, j'ai de la chance de plus être malheureux. Donc, j'ai connu un malheur à ma propre hauteur. J'ai pas connu le malheur des autres. J'ai connu que mon malheur, désolé. Je n'ai pas le malheur universel. Mais j'ai connu ce que c'était que l'absence de bonheur. C'est peut-être ça, le malheur. Et du coup, quand je vais bien, je suis content. Et c'est vrai que je suis un peu... Des fois, j'ouvre un peu trop ma gueule. Je suis un peu trop prosélyte du bonheur. Et des fois, je me dis, laisse les gens faire leur chemin quand même. Et est-ce que t'as eu un côté dépressif ou pas? Oui. Oui. Mais depuis que j'ai 15 ans, j'ai eu des dépressions chroniques. J'en ai une à 15 ans, une à 17, une à 21, une à 23, une à 25 qui m'a cloué au sol pendant 8 mois. Une à 27, une à 28. Mais ça revient chez les stand-uppers. Mais ça ne m'arrivera plus. Parce que t'as su... Parce que c'est bon, j'ai compris les schémas. Parce que même si ça me réarrive, je sais que maintenant je me relève. Donc quand ça m'arrive... Au moins, je vois derrière le nuage, je suis déjà passé par là. C'est pas pire que la dernière fois, je vois. Donc, on va restreindre les activités, on va prévenir l'entourage. On va dire, ok, voilà, on se va pas en ce moment, mais bon, voilà. Puis, on va faire des trucs qu'on aime bien. Maintenant, on sait ce qu'on aime bien. Ça, j'ai 39 ans, je sais ce que j'aime bien, je sais ce que j'aime pas.
Voilà. J'ai compris un peu 2-3 schémas qui m'emmenaient vers le deep, quoi. Et j'ai écrit cet album. Et cet album... album de musique. Ouais. Et ben ça, j'ai écrit 10 chansons. L'interview, en fait, qu'on vient de faire, tout ce qu'on a abordé, j'ai conclu mes cycles négatifs par cet album en disant, voilà. Et c'est les 10 chansons que je suis retourné dans le deep et pour aller mieux. Et c'est des chansons en studio drôles et ouais, il y a tout. Il y a de tout. Drôle ou pas drôle, mais en tout cas, t'as mis des mots sur tes mots. Exactement, ouais. Et je vais mieux et j'encourage les gens à sortir Je sais que c'est pas facile. Je sais que il y a des gens qui disent moi je suis pas de ce type de personne et tout, et franchement pas de galère. Mais il existe plusieurs façons d'aller mieux, surtout quand on se rend compte plusieurs fois que ça va pas. Parce qu'au début, quand ça va pas, au début, tu dis bon, ça va, puis après t'oublies, ça va mieux, puis après t'oublies. En fait, tu constates pas le schéma. Mais une fois que tu as constaté le schéma, je pense qu'à un moment donné, il faut parler. Et parler, c'est pas forcément parler à un psy. C'est pas aller voir un psychiatre, c'est pas prendre des médicaments. Parler, c'est faire une activité qui extériorise. Faire du sport, parler à ses amis, passer du temps avec ses amis. Sortir, lire un livre. Essayer de chercher des réponses chez les artistes, essayer de chercher des réponses chez les philosophes, essayer de chercher des réponses dans des émissions, dans des podcasts. Essayer parler, c'est ouvrir, quoi. C'est dire je vais pas rester tout seul dans ma coquille et je vais essayer de. Et dès que tu sors les choses, j'ai l'impression que je sais pas, t'as déjà eu. On parlait de l'estomac tout à l'heure. Il y a un truc que j'ai remarqué, c'est quand j'allais chez mon psy. Moi, le psy, ça a marché. Donc, par exemple, ça a marché. Ça marchera pas pour tout le monde. Moi, ça a marché. Quand tu sors les mots, quand tu dis quelque chose qui t'a pas plu, à ce moment-là, t'as mal au ventre. Ouais. Et en fait, c'est comme si tu régurgitais un truc. Et du coup, après, tu te sens... Pendant quelques jours, t'as la boule au ventre. Et à un moment donné, t'as tellement sorti le truc que t'as plus mal. Et après, tu en reparles et t'es tranquille. Tu vois, la mort de mon père, je peux en parler en rigolant et j'ai aucun problème avec ça. Parce que je me suis bouffé 3 ans de deuil brut, tu vois. J'en ai parlé, j'ai fait attention, j'ai fait un sketch là-dessus, j'ai fait des trucs, on a rigolé avec les gens. Oui, c'est ce que j'allais te dire. Tu parles aussi sur scène. Ouais. Tu as parlé de ton papa sur scène, tu as parlé... C'est génial, je trouve ça génial, quoi. Donc, et puis tu guéris en parlant. Je ne fais que ça. Tu fais gaulerie et tu guéris. Donc il y a un vrai échange intéressant. C'est mon business plan, voilà. C'est mon business plan de carrière. Non mais je n'ai trouvé que ça et je n'ai aucun sentiment de quête de réussite, même que ce soit quand je fais un spectacle, j'essaie juste de le faire du mieux que je peux, de faire un maximum divertir les gens, de les faire rire, d'essayer de les toucher aussi, parce que c'est même pas essayer de les toucher, c'est des fois je dis des trucs marrants, des fois je dis des trucs touchants, c'est un peu visiblement c'est ce que j'essaie, parce que j'essaie d'être, mais ce que je suis. Et puis pareil, dès que je fais un projet, je le fais avec le cœur et je veux pas que ce soit, je le fais pour aller mieux de toute façon. Et c'est une quête d'aller mieux. Est-ce que tu crois que bizarrement, est-ce que dans notre travail d'humoriste, de stand-upper, il faut être un peu malheureux pour avoir du matériel? Pour avoir des choses à dire? Est-ce qu'il faut passer par des phases? Est-ce que si ça allait trop bien, on aurait des choses à dire, en fait? Ouais, je pense. Il y a un truc... Mes hits, là, en ce moment, c'est des trucs de loose, des trucs relous, ça me fait beaucoup de bien, mais c'est très rama, parce que... Mais si ça allait trop bien... Je pense que... Si t'es malheureux et que tu racontes tes malheurs, tu peux être très drôle. Ça, c'est vrai. Par contre, j'ai vu plein de gens malheureux qui se sont pas soignés et qui aujourd'hui sont terriblement affectés par leur côté noir, en fait. Je pense que tu peux vivre des non-réussites, mais je pense que la plupart des actes sont des non-réussites. C'est-à-dire, monter sur scène et rater, c'est une non-réussite, mais c'est parce que tu rates plusieurs fois qu'à un moment donné, tu vas réussir. Donc, tout est une non-réussite. Ouais. La réussite, c'est un moment éphémère, mais qui arrive à la fin. Et le plus kiffant, moi, j'aime beaucoup... C'est la non-réussite. La non-réussite. Bah oui. C'est tout ce chemin-là, ça qui est... Bon, t'as réussi, c'est très cool. Ouais. Voilà, voilà, tu comptes le next. Ouais, c'est quand tu t'es fighté, quoi. Ouais, c'est ça, donc c'est la non-réussite. La non-réussite, quoi. Je pense qu'il faut soigner ces penchants négatifs. J'ai fait beaucoup d'erreurs dans ma vie. J'ai demandé pardon. J'ai mal agi. J'ai fait des super trucs.
J'en ai profité aussi. Ça m'a fait du bien. Mais j'ai essayé de m'améliorer le logiciel. Tu vois, de ce que tes parents t'ont donné, la société t'a donné, de la place à l'école, tout ça, tout ce que t'as donné. J'essaie d'améliorer le logiciel en permanence. Je préfère 1000 fois ma vie aujourd'hui. Et je préfère ce spectacle aussi que j'aime, là, aujourd'hui, que c'est Une bonne soirée que je joue, là. Parce que je l'ai écrit, j'étais méga heureux, méga apaisé. Ok. Et en fait, maintenant, mon outil, il me dépasse plus. Avant, il me dépassait trop. Ouais, là, tu le maîtrises. Ouais. Mais je sais pas, maîtrise, c'est un peu compliqué, mais je suis plus dépassé par... plus tributaire de ton... je pense. Ouais. Je parle pas trop, là? Non, okay, j'adore. Mais c'est ça le podcast. C'est qu'on parle et qu'on fait ce qu'on veut, en fait. Ouais, j'essaie d'améliorer le logiciel et de plus... On peut faire sans la souffrance. Oui, je suis persuadée. La souffrance, elle est créatrice, c'est sûr, mais elle est pas essentielle. Et est-ce que t'aimes les cadeaux? T'aimes recevoir des cadeaux? J'adore ça. T'adores ça? J'adore les cadeaux. Et t'en fais des cadeaux aussi? Tout le temps. C'est vrai? Ouais. Trop bien. Bon. Je t'ai amené un cadeau. Mais tiens, cadeau. Je t'ai amené un cadeau. Mais non. Je te jure. Mais non, mais arrête. Oh bah mais ça, c'est la meilleure d'année. Alors, ouvre ton cadeau. Je connais l'émission. Je sais qu'à chaque fois, c'est des trucs assez... c'est de la recherche. C'est de la recherche. C'est de la recherche. De la grosse recherche. Une production incroyable. Tu sais que je me dis que ça ferait un super concept d'émission. Des cadeaux? Ça s'appelle le Noël d'un artiste. Et tu lui offres que des cadeaux pendant 1 heure, mais que des cadeaux de ouf. Et lui, après, il te parle de... Tu lui offres une Nintendo et il va te dire non, mais c'est un truc... Et tu lui offres une émission, tu offres que des cadeaux. Et ensuite, il réagit sur les cadeaux. Ouais. Mais c'est un budget quand même. C'est clairement un budget. Il y a un vrai budget. Et ça, c'est un voyage au Bahamas. C'est sur l'équipe avec la prod. Ça me rappelle que je n'y suis pas encore allé. Alors, j'ouvre le premier. Attends, alors, qu'est-ce que tu découvres? C'est des gants. C'est des gants de jardinage, non? Oui, monsieur. Putain, j'adore. Des gants de jardinage. J'adore. Alors là, tu peux pas savoir comment tu peux pas me faire plus plaisir. Parce que j'en achète très régulièrement. Je suis un grand fan de Jardiland. Je passe ma life au Jardiland. Depuis que tu habites... Non, mais depuis tout le temps, en fait. J'ai toujours adoré cultiver. D'accord. J'adore les... Ah bah écoute... Tu les as, ceux-là, ou pas? Non, je les ai pas. Et c'est des gants stylés? C'est des gants stylés. Parce que c'est le gant stylé. Ouais. Parce que les gens pensent qu'il faut tondre la pelouse. Non, il faut toujours des gants. Il faut des gants. Parce que tu peux t'arracher la peau. Absolument. Sur un moment, je le mets tout de suite. Regarde. Ah non, mais je vais kiffer. Et c'est le classique, quoi, tu vois. Ah bah écoute, non, mais je suis ravi parce que voilà, j'ai un potager, j'ai tout ça, je reviens. Non, mais je suis... J'adore la taupe en plus. Vicky qui prend la taupe avec le gant, vraiment, fais-nous un signe West Coast. Thanos. Voilà. Thanos. J'ai le gant de Thanos sur lequel, en un claquement de doigts, je peux faire pousser des courgettes. Il est pas ouf, le gant. Mais le gant de Thanos courgette. Mais le gant, il est chiant, mais c'est du vrai cuir. Et surtout, tu vas t'en servir, quoi. Ah, mais vraiment. j'en sers tous les jours. Même quand je viens à Paris tous les matins, je me lève et je vais dans mon jardin, je regarde ce qui a poussé, je mange des framboises, je kiffe. Ah ouais, non, mais quand je t'ai eu au téléphone, t'étais en train de tondre ton gazon, j'étais... Mais j'écoute des podcasts pendant que je tombe. Et tu m'as appelé, tu m'as dit, écoute, j'ai écouté ton podcast, c'est vachement bien, Amel, voilà, je voulais juste te dire ça. Ouais. Et ben, tu vois, comme les parents de ton épouse. Exactement. Tu comprends, c'est bien. Merci, un appel, et je te donne ton moment. J'ai passé un bon moment et je te le dis. Ouais, grave. Ah bah, je suis trop content. Ça, c'est un vrai cadeau. Voilà. Ensuite. Non, mais je suis vraiment content. Oui, mais je sais. Ah, il y a un autre cadeau à l'intérieur. Attends, il y a carrément le petit traité du jardin punk. Ah, je sais pas ce que c'est. C'est comment entretenir ton jardin, mais d'une manière punk. J'adore. Parce qu'il faut pas déconner, quand même. Non, mais j'aime pas, moi, quand c'est organisé trop. Faites caca dans vos hortensias. Ouais, c'est un peu hardcore. Oui. Waouh. Comment yèche sur un chou-fleur? Ah, c'est intéressant. Non, bien sûr, ça n'est pas dans le livre. Oui. En tout cas, petit traité du jardin punk. Merci beaucoup, Amel. Ça me touche énormément. Je t'en prie. Et un deuxième. Je le pose là pour l'instant, ça vous dérange pas? Ouais, tout va bien. Alors, c'est un cadre. C'est un cadre.
Tu fais partie de ceux qui touchent un peu avant. J'adore ça deviner. Ouais. C'est un cadre de quelque chose. Tu sais ce que c'est? Bah oui. Alors, qu'est-ce que c'est? Dis-nous ce que c'est. Je crois que ça a un nom particulier au Japon. C'est une photo. Ouais, non, c'est pas vraiment une photo. C'est une reprographie d'un original des Chevaliers du Zodiaque, du manga original. Et j'en ai quelques-uns à la maison. En cadre, encadré. Bien sûr, encadré et tout. J'ai une passion pour ça. On sait que tu as les figurines. Ouais, je suis à donf. À mort. Donc, Et est-ce que tu as celle-là? Non, tu l'as pas? Ah non, de toute façon, c'est tellement vaste que c'est impossible d'avoir la double et tout. C'est impossible. Et je suis trop content parce que là, je crois reconnaître. Donc là, je reconnais Yoga. Bien sûr. Ah, j'adore. Seiya Shiryu. Et derrière, ça doit être le chevalier de la balance. Ou chevalier du loup, peut-être. Ça doit être. Ouais, non, c'est ça. En plus, il est signé et tout. Et franchement, merci. Je suis contente. Ça te plaît direct. parce que ça va. Tu peux le poser. Direct dans mon bureau. Direct dans mon bureau, c'est sûr. Avec les autres et tout. Je suis un gros geek de ça, quoi. Et pourquoi t'es fan du chevalier des Chevaliers du Zodiaque? Parce que je sais pas, je trouvais ça stylé quand j'étais gamin. Ouais. Ça m'a marqué. D'ailleurs, j'en parle dans mon spectacle. À un moment donné, des Chevaliers du Zodiaque, je fais un 12 minutes là-dessus, que j'ai travaillé dans tous les passages à Paris. Et je parle justement de ce rapport que j'ai aux jouets. Parce qu'on est tous marqués par un jouet de notre enfance, tous et toutes. Tu vois, si je te dis Polly Pocket. Ouais. Dinky Toys, tu connais Dinky Toys? Non. Mécano. Non. Là, j'ai parlé aux gens qui ont plus de 50 ans là. Ouais, là c'est Si je vous dis un cadeau de Noël, une orange, ça c'est pour les yeux. Une orange, tu veux une orange ou pas? C'est genre une orange. Mais tu vois, les Chevaliers du Zodiaque et tout ça revient souvent. Yacine Bellouz, par exemple, il est fan de ça. Il y a un côté geek quand même dans le stand-up. C'est même pas un côté geek, c'est manga et tout. En fait, on disait geek avant, maintenant on dit c'est normal. Parce que maintenant c'est tout le monde aime les mangas, tout One Piece. Ouais. Et puis visiblement on a maintenant c'est nous qui travaillons, donc forcément on est une cible, on est devenu une cible. C'est plus une sous-culture, c'est une culture maintenant. Et les Chevaliers de Zodiac, il y a tout un truc de bravoure assez stylé. C'était quand même bien fait, quand même. C'est bien dessiné, c'est bien. Pas très cohérent parfois, mais sinon c'est c'est quali quoi. C'est la bravoure. C'est ensemble. Si on est brave, si on se laisse pas faire, si on se relève à chaque fois qu'on tombe, on peut y arriver. Et que ça, quand tu donnes ça à un enfant, il se dit putain, c'est vrai. Et c'est vrai que tu ressors de là, tu vois le dessin animé du jour, tu sors après dans le quartier et t'as cette bravoure qui vient en toi. Et le collectif. Le collectif, et puis surtout les armures, quoi. Classe. Ouais. Tu veux tout le monde. Moi, j'ai rêvé d'avoir mon armure. Quand j'étais gamin, j'avais 7 ans, je me rappelle. Je me suis dit, si je dessine toutes les armures, je vais fermer les yeux, je vais ouvrir les yeux, il y aura mon armure dans la chambre. J'adore. C'est un rêve de gosse, quoi. C'est trop mignon. Tu sais, je dis, t'inventes une règle. C'est comme ça. Voilà, je vais dessiner toutes les voitures du monde, je vais fermer les yeux, il y aura une Ferrari. Voilà, super. Tu vois, tu peux faire ce que tu veux. Merci, je suis très touché. J'ai un cadeau. Mais je n'ai pas de paquet cadeau, je n'ai que tes yeux. Je n'ai que tes yeux pour paquet cadeau. Donc tu vas les fermer. Mais attends, mais il a un cadeau pour de vrai. Mais alors je vais t'expliquer après. C'est un cadeau. Je ferme les yeux. C'est un cadeau qui est pété, Amel. Mais je voulais pas dire les mains vides. Mais c'est un cadeau qui peut tout dire et tu vas comprendre. Je vais t'expliquer pourquoi. Okay, tu peux ouvrir les yeux. J'ouvre. Oh bah oui. Qu'est-ce que c'est, Amel? Alors. C'est un bloc-notes Oxford, le jaune, le orange, le fameux orange. C'est c'est pour écrire des blagues. C'est un bloc-notes. Tu peux déchirer. Et voilà. Tu peux mettre des mots. C'est ça. C'est assez grand, mais c'est pas trop grand. C'est exactement le bon format. Et j'ai une anecdote à ce sujet-là. C'est extraordinaire. J'étais pas là quand ça m'est arrivé, mais c'est une histoire qu'on raconte dans le stand-up. Ouais. C'était pendant la préparation d'un des émissions du Comedy Club. Ouais. Et t'as Jamel qui est là. Et à un moment donné, il dit, putain, il est où mon carnet? Ouais. Et il le retrouve, il était tombé par terre. Il a dit, putain, vous savez que les gars, on peut acheter une maison avec ce qu'il y a là-dedans. Mais c'est vrai. C'est vrai ou pas? Oui, c'est vrai. Mais on peut acheter une maison avec ce qu'il y a là-dedans. Ouais. Et je me suis dit, putain, c'est vrai, ça dépend de ce que tu mets dedans. Ce que tu mets dedans. Si tu mets la bonne combinaison de mots, à un moment donné, tu peux acheter une maison. Et tu peux pas le perdre, c'est très précieux. Ah ouais. Et je n'ai que ça, des carnets. C'est un peu une maison que je t'offre là. Ah ouais. Mais absolument. Choisis les volets maintenant. Choisis l'endroit, choisis la location. Mais je suis touchée, Kian. Écoute, ça me fait plaisir. C'est la première fois qu'on m'offre un cadeau. De toute ta vie. T'imagines de toute ta vie. Je suis touchée. Voilà. Merci beaucoup. Je t'en prie. Écoute,
Je crois qu'on s'est bien parlé. Ouais, j'ai un peu trop parlé, désolé. Non, c'était très agréable. Merci Kian d'être venu, ça m'a fait plaisir. Et il y a un podcast, il y a ton podcast qui s'appelle Un bon moment. Ouais. Et que tu fais avec Navo, t'invites des gens que tu kiffes. Ouais, c'est ça, ouais. Voilà, et vous discutez. Ouais. Et c'est un succès de ouf. Et on passe vraiment un bon moment. C'est le but. C'est ça. J'espère. Donc n'hésitez pas, auditeurs de Dinguerie Room, à aller écouter Un bon moment parce que c'est un vrai kiff. Merci pour le cadeau et on se lâche up, quoi. On est là. Plaisir. On se recroise. On se recroise. De Barbès. C'est ça. Merci beaucoup. Ça fait plaisir, Amel. Merci de nous avoir écoutés. C'était Amel Chabi et Kian Kojandi. Un podcast de chez Engel. Dinguerie Room est un podcast original Engel présenté par Amel Chabi. Productrice Clémence Friès, réalisateur Raphaël Fruchard, ingénieur du son Thomas Gabriel, coordinatrice de production Alix Pénichon.